ce webinaire. Oh. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Yvan. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour maître. Alors, Bonjour Bonjour Yvan. maître. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je vois que la communauté Villa a commencé à se connecter également. Donc, merci à toute la famille Villa d'être là à temps. On va démarrer ce webinaire aujourd'hui pour nous accompagner. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans ce thème qui est celui du harcèlement sur le lieu du travail. Nous avons trois professionnels juridiques et RH qui vont nous éclairer sur le sujet, à savoir Madame Yvonne Chika, qui est fondatrice et directrice générale de Odari, Madame Charlie Makedika, qui est professionnelle RH, et Maître Merline, qui, comme je l'ai dit dans le titre que je lui ai donné, va nous éclairer sur les aspects juridiques. Sur les aspects juridiques. Bonjour mesdames. Le harcèlement, c'est en fait c'est quelque chose confronté au harcèlement, que ce soit en tant que harcelé ou en tant que témoin d'un harcèlement. Et aujourd'hui, ce que nous voudrions avoir premièrement, c'est qu'est-ce qu'on peut définir comme étant du harcèlement. J'aimerais d'abord qu'on ait le point de vue de la loi. Donc, qu'est-ce que la loi définit comme un acte de harcèlement, maître Merline? C'est bon, vous m'entendez là? Ça va? Parce que chez moi, ça donne si ça a coupé le son. Ça va? Non, ça va. Ah, merci. Alors, chez nous, le harcèlement on entend, ça y est. Moral et sexuel en milieu professionnel est défini par l'arrêté ministériel numéro 12 CAB-MIN TPS 114 de 2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l'exécution d'un contrat de travail. Alors, c'est l'article 1er qui définit ce qu'on entend par harcèlement sexuel et harcèlement moral. Donc, je vous lis le texte. L'harcèlement sexuel, c'est l'effet pour toute personne d'exercer sur autrui des agissements dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Toute pratique consistant à se faire prévaloir de son autorité pour faire pression sur une personne afin d'en obtenir des faveurs de nature sexuelle pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Par pression, on entend le fait de proférer de menaces, d'initier des ordres ou de soumettre à des contraintes. Là, c'est par rapport à l'harcèlement sexuel. Et l'harcèlement moral, toujours dans l'article 1er du dit arrêté, explique l'harcèlement moral, c'est un ensemble d'agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du travailleur ou de l'employeur, ainsi qu'à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et c'est là dans le but d'obtenir indûment de droits ou des avantages quelconques. Voilà comment l'harcèlement en milieu professionnel, que ce soit sexuel ou moral, est défini en droit congolais. Et c'est le seul texte que nous avons d'ailleurs qui définit l'harcèlement. C'est le seul.
D'accord. Donc, on a, moi, l'aspect qui, je dirais, attire mon attention, c'est le fait que ce soit un acte répété qui a pour conséquence, en fait, la dégradation des conditions de travail ou éventuellement La dignité. la santé de la personne. Dégradation des conditions de travail, donc susceptible d'apporter atteinte aux travailleurs ou à l'employeur, parce que l'harcèlement, ça peut être de deux côtés, hein, la dignité, que ce soit voilà. du côté employeur ou employé. D'accord. J'ai du mal à croire, à visualiser le harcèlement du côté du travailleur. Expliquez-nous un peu. Du côté du travailleur, comment un travailleur en fait peut harceler son employeur? Parce que vous avez dit que ça pouvait être des deux côtés. Vous m'entendez? Pardon, Karine. Oui, là maintenant je t'entends parce que ça buguait en fait. Vous pouvez reprendre la question? Je n'ai pas bien saisi. Je disais, vous avez dit, Maître Merline, que le harcèlement peut être du côté de l'employeur comme du côté du salarié à l'égard de l'employeur. C'est bien ça? Oui, oui. Ça peut être du côté employé ou employeur, c'est-à-dire le préposé de l'employeur. D'accord. Mais est-ce que ça implique pas une autorité? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas autorité, en tout cas d'autorité sur l'autre, peut la harceler? Vous savez, c'est très difficile hein, à accepter, mais ça arrive que une personne sur qui on a une certaine, disons, votre subalterne se mette aussi à vous harceler. Ça arrive. En milieu professionnel, ça arrive. Souvent, la seule façon que cette personne-là trouve à se protéger contre le harcèlement, parce qu'il est très difficile de concevoir qu'un subalterne puisse harceler son supérieur. Souvent, ce sont des mutations ou des changements de poste ou des changements de service. C'est justement pour éviter que cet harcèlement ne puisse pas être accepté. Parce que souvent, l'harcèlement, c'est de supérieur hiérarchique au subalterne. Souvent, c'est ça. Mais il y a des cas où vous avez votre, on va dire, prenons par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous avez un secrétaire qui vous harcèle. Vous faites comment? Vous n'aurez pas d'autre option que de le déplacer, de le muter, soit de changer de service ou de le mettre à disposition d'une autre personne pour éviter que cette personne-là continue à avoir une certaine emprise ou certains comportements vis-à-vis de vous qui tendent à être des actes d'harcèlement. Ça arrive. D'accord, ça on le verra tout à l'heure dans les solutions pour faire face au harcèlement. Merci, Maître Merline. La question que je me pose maintenant, c'est quels sont les actes ou les paroles qu'on peut considérer comme du harcèlement? Et là, je m'adresse à Madame Yvonne. En fait, lorsque on est en fait sur le lieu du travail, on est perpétuellement en fait en relation avec les autres, soit au travers de paroles qu'on échange, que ce soit écrites ou orales, soit au travers d'actes que nous posons, des actes professionnels bien sûr. Et à quel moment je sais que cet acte ou cette parole, c'est du harcèlement et c'est pas quelque chose d'anodin? Bien, merci pour la parole, Karine. Le harcèlement, il peut prendre plusieurs formes, hein, et je vais en donner quelques exemples d'actes de parole qui sont considérés comme étant du harcèlement. Tout d'abord, je commence par rebondir sur ce que disait Maître Merline tantôt. Oui, on peut avoir un subalterne qui fait du harcèlement sur son supérieur. Et ça, c'est dans le cas précis du harcèlement sexuel. L'exemple qu'elle a donné de la secrétaire, si elle fait des messages tout le temps, elle envoie ses photos des nus ou pas. Hein, je me suis habillée comme ça.
justement parce qu'elle a l'accès à son supérieur hiérarchique. À un moment donné, ça peut être du harcèlement. Les appels très, très, très tardifs à son supérieur hiérarchique. Et c'est les deux sexes. Hein. On n'est pas en train de dire que ce sont les femmes seulement qui peuvent être harcelées. Les femmes peuvent aussi être des harceleuses. Hein. Alors, dans les exemples que moi j'ai préparés, il y a premièrement des tâches qui dépassent les capacités de l'employé. Ça peut être assimilé à du harcèlement. C'est vrai qu'au Congo, dans les fiches de poste ou dans les contrats du travail, on a l'habitude de dire la fameuse phrase « et toute autre tâche demandée par le supérieur ». Oui. Mais si on vous a recruté on va dire, je vais chercher vraiment quelque chose de spécifique. Si on vous a recruté pour faire de l'accueil, on ne va pas vous demander non plus, en plus de préparer des slides pour le DG. Vous voyez que voilà, on part du plus petit au plus grand. Préparer des slides pour le DG, c'est très stratégique. Faire de l'accueil, ce n'est pas stratégique. Il y a la mise au placard. C'est aussi un autre exemple. Il y a de ces managers vraiment, comment dire, pénibles, qui font tout parce qu'un employé, un salarié ne rentre pas dans leur cadre, il le placarde quelque part. On le prive de son pouvoir, on le prive petit à petit de ses activités jusqu'à ce que l'employé se retrouve isolé. Ça, c'est du harcèlement. La privation d'outils de travail. On va dire, par exemple, pour qu'un commercial puisse faire son travail comme il faut et qu'il soit évalué positivement, il a besoin de la communication, il a besoin d'un téléphone qui marche bien avec de la data, et généralement, c'est des téléphones dernier cri. Si on ne le met pas dans ces conditions, ou s'il avait ces conditions, après on l'en prive, c'est une forme de harcèlement. Il y a les mesures disciplinaires infondées. Il y a les déclassements ou les sous-classements, si je peux le dire ainsi. À supposer qu'un employé était à un poste qui était à NP autant, et du jour au lendemain, pour des raisons infondées que le management va essayer d'expliquer, il dit que vous n'êtes plus à telle classe, vous êtes déclassé. C'est du harcèlement. J'ai parlé de la pression disciplinaire. Les dénigrements et brimades. En réunion, en public, un supérieur qui fait des remarques désobligeantes sur un employé. C'est du harcèlement. Les critiques injustifiées, les humiliations publiques qui peuvent s'apparenter au dénigrement et brimades, des mesures vexatoires, de l'agressivité tout court. Et là, c'est des cas typiques de harcèlement. C'est très subtil. Mais voilà quelques cas précis auxquels on peut s'identifier, nous ou d'autres qui sont en train de nous suivre. Ce sont là quelques exemples de cas de harcèlement. Mais il y en a bien d'autres. Hein. La liste n'est pas exhaustive. À partir de quand l'acte devient un harcèlement, en fait? J'aimerais qu'on puisse vraiment distinguer, en fait, le moment où on a une relation avec un collègue, un collaborateur, une relation professionnelle. À quel moment est-ce qu'on sait dire que cet acte devient un harcèlement? Madame Charlie, vous pouvez nous... Voilà. Merci. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Déjà, Maître Merlin a parlé de la répétition parce que lui-même, le mot harcèlement, étymologiquement parlant, fait allusion ou caractérise une répétition. Mais il faut savoir également qu'un acte isolé aussi peut être un harcèlement. Et j'aimerais rajouter également que le harcèlement peut être aussi commis entre un collègue
et un tiers. En fait, il peut être commis par un collègue tout comme par un tiers. Il ne reste pas seulement dans le cadre employeur-employé, mais aussi un client d'une société quelconque peut harceler ou être victime d'un harcèlement, un fournisseur ou un vendeur, tout dépend du secteur dans lequel une entreprise évolue. Alors, nous, aux ressources humaines, nous avons à ce jour à peu près, la liste n'est pas exhaustive comme Madame Yvonne l'a dit, 9 formes de harcèlement. Le harcèlement personnel, par exemple. Le harcèlement personnel, c'est l'intimidation dans sa forme la plus élémentaire, qui peut inclure, comme l'a dit Madame Yvonne, des blagues, des remarques ou des critiques qui sont offensantes. C'est ce que nous, aux ressources humaines, nous appelons du harcèlement personnel. Deuxièmement, nous avons le harcèlement discriminatoire, qui, lui, est une forme d'harcèlement dans lequel une personne subit un traitement qui l'importune. C'est-à-dire qu'à ce niveau, les insultes ou les blagues ou encore les intolérances sont fondées sur la race, le sexe, la religion, un handicap, une orientation sexuelle ou encore l'âge. Troisièmement, nous avons l'agression, ce qu'on appelle le harcèlement physique. Donc, il s'agit des attaques physiques ou des menaces encore, toujours dans le milieu professionnel, et dans les cas extrêmes, on peut parler d'agression. Nous avons également, Madame Yvonne en a parlé, le harcèlement de pouvoir. Ici, c'est dans la relation hiérarchique entre un supérieur, un superviseur ou un manager et son collaborateur, où il peut donner des tâches excessives à son agent qui sont quelquefois impossibles à réaliser, ou encore des tâches avilissantes qui vont bien en deçà des capacités qu'ont l'agent. Nous avons également le harcèlement psychologique ou moral dont a parlé Maître Merline par rapport à la loi et Madame Yvonne. En ressources humaines, on dit que c'est un type de harcèlement qui rabaisse le niveau professionnel ou encore le niveau personnel d'un agent, d'une personne, et qui a un impact négatif sur son bien-être psychologique, sur sa santé physique, sur sa vie sociale, sur sa vie professionnelle. Madame Yvonne parlait du fait d'isoler quelqu'un, d'isoler une personne. On peut même rajouter le fait de rejeter tout ce qu'il dit, toutes ses propositions, de nier la présence d'un agent. On peut rajouter à ça avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, l'évolution de l'utilisation des médias sociaux, le cyberharcèlement ou la cyberintimidation, qui peut inclure le fait que le harceleur puisse partager des photos humiliantes, qui puissent partager des commérages ou encore des mensonges, mais à travers un courrier électronique de masse. Il y a 6 ou 7 ans, j'ai moi-même vécu cela dans l'une des boîtes de la place dans laquelle je travaillais. Un bon matin, vers 8h30, un harceleur s'est introduit dans le système informatique et a envoyé des photos très humiliantes d'une collègue à nous. Et il a envoyé dans cet email qu'on appelle souvent All, donc un email dans lequel tous les employés sont destinataires. Et ce jour-là, tout le monde a vu ces photos et le mood du travail vraiment était dans un chaos général. Plus personne n'arrivait à travailler, tout le monde venait aux ressources humaines pour se demander ce qui se passait. Et je me rappelle, le mail disait à la fin, bientôt ce sera le tour de votre DG. Donc cette personne a placé une psychose dans la tête de plusieurs, déjà du collègue dont les photos avaient été publiées, mais aussi
celle de notre DG de l'époque, là où je travaillais, et dans chacun de nous. Septièmement, il y a le harcèlement par représailles. Le harcèlement par représailles, c'est lorsqu'une personne harcèle une autre pour se venger. Je m'explique. Il y a un exemple simple. Un employé A porte plainte contre un employé B. L'employé B prend connaissance de la plainte, mais à ce moment, il sait qui a déposé plainte, qui a porté plainte contre lui ou encore qui l'a dénoncé. Et par rapport à ça, il fait un harcèlement de représailles, c'est-à-dire qu'il intimide l'employé A dans le but de l'empêcher de déposer une autre plainte ou d'autres plaintes, dans le but de le dissuader, voilà, de déposer d'autres plaintes. Et comme Maître Merline l'a cité et Madame Yvonne, il y a le harcèlement sexuel qui, lui, comprend généralement les faits non désirés et les attouchements ou les gestes de nature sexuelle qui sont inappropriés. On peut encore parler d'avance. On peut parler de partage de photos pornographiques ou de sexting. Et enfin, c'est la dernière forme de harcèlement, c'est quelque chose que nous vivons depuis toujours, qu'on appelle le quiproquo harcèlement sexuel. Il implique le terme ceci pour cela, c'est-à-dire qu'un employé se voit offrir un avantage quelconque à condition de participer à une certaine forme de comportement sexuel. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans les entreprises de la place et ça existe encore jusqu'à ce jour, on entend parler. Satisfaire des besoins sexuels en l'échange d'une promotion, d'un engagement, d'une augmentation salariale. Voici comment je peux répondre à cette question. Merci, Charlie. Donc, on a bien compris qu'il y a des formes très diverses de harcèlement. Mais qu'en résumé, en fait, c'est vraiment tout acte vexatoire qu'on peut... on va prendre les questions de la part de l'audience du harcèlement. Est-ce que vous souhaitez lever la main dans ce cas-là si vous souhaitez poser une question et on va ouvrir votre micro. Une question concernant la définition du harcèlement. Eunice, c'est ta caméra que tu as activée. Tu voulais activer ton micro? Non, donc on va poursuivre. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous pouvez les mettre aussi par écrit. Et nos panélistes pourront y répondre à la fin. Donc, maintenant que nous avons défini ce qu'est le harcèlement, la question qui nous vient à l'esprit, c'est comment on fait face à ce harcèlement. C'est vrai qu'on peut se sentir désemparé dans une situation telle que celle du harcèlement. On peut se sentir démuni et ne pas savoir par où commencer, en fait, sachant la pression que cela représente. Voilà. Comment est-ce que si je me retrouve dans une situation de harcèlement depuis un certain temps, comment est-ce que je peux réagir face à cette situation? Une situation qui a perduré, ça peut être le cas de n'importe laquelle
des participantes aujourd'hui, mais ça peut être aussi le cas de personnes qu'on a autour de nous. Comment est-ce que je renverse la situation, en fait? J'ai été harcelée pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Voilà. Comment je fais, Madame Yvonne, comment je fais pour que les choses changent, que la situation de harcèlement cesse? Merci. D'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, ou toutes celles qui nous suivent, qu'aucun emploi ne mérite que vous mouriez, que vous deveniez malade psychologiquement ou physiquement. Face donc au harcèlement, il faut agir. Il ne faut surtout pas se taire. Et je vais donner quelques pistes de comment agir face à un harcèlement. D'abord, répondre au harceleur si vous pouvez. Répondre, mais fermement. Mettre des barrières, bloquer s'il le faut, mais répondre. Trouver un moyen de répondre. Et ça, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous parce que autant je peux répondre, autant le caractère de quelqu'un d'autre ne lui permet peut-être pas de le faire aussi ouvertement, aussi vite. L'autre façon d'agir, c'est d'aller directement parler au RH parce que les RH sont les garants des politiques des sociétés. Ils sauront comment vous guider et comment, s'il le faut, ouvrir un dossier disciplinaire ou escalader plus haut au siège RH, s'il le faut. Ça dépend vraiment des types de sociétés. Parler au supérieur hiérarchique du harceleur, c'est aussi une façon de stopper le harceleur. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est le silence qui nourrit le harcèlement. Vous pouvez également dénoncer auprès d'un avocat ou aller en lui demandant d'aller devant un tribunal. Mais ça demande que vous ayez pris le temps de bien documenter le harcèlement que vous auriez subi. Là, je recommande également d'archiver les actes de harcèlement une fois que vous avez commencé à les identifier. Vous les archivez par écrit, ensuite dénoncer. Et même quand vous dénoncez verbalement, soyez sûr que vous avez des traces écrites. Vous pouvez également, à un moment donné, si ça ne va pas, si parler au RH, ça ne vous aide pas, si le fait d'aller en justice, ça va prendre beaucoup plus de temps, démissionner, ce n'est pas honteux. Et là, je conseillerais de démissionner pour faute lourde de l'employeur. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est votre santé qui doit être la priorité, votre santé psychologique. Rester dans un milieu professionnel qui vous expose à ça pendant longtemps, ça peut être extrêmement nuisible. Vous pouvez également aller au pénal contre l'agresseur directement, en les citant directement. Et donc, clin d'œil à Maître Merline, vous pouvez l'avoir, vous pouvez lui écrire après ces échanges, mais c'est important d'en parler. Hein. On peut rire, mais on en a vu qui sont restés aujourd'hui comme des légumes parce que ayant subi tellement que ça n'a pas été. Vous imaginez, nous tous, pour la plupart, on aspire ou on a des enfants. Vous payez des études pour vos enfants et cet enfant, demain, il se retrouve dans un environnement où on le harcèle jour et nuit. C'est extrêmement destructif. Donc, ce n'est pas quelque chose à terre. Les harceleurs, c'est un peu comme des démons. Donc, agissons, il faut agir. Et si vous êtes témoin, vous pouvez sauver une vie, une situation, agissez aussi contre le harcèlement. Voilà. D'accord, nous comprenons en fait que, quelle que soit notre réaction, nous ne devons surtout pas rester silencieuses, nous renfermer, essayer de gérer ça par nous-mêmes ou de supporter, mais qu'il faut se tourner vers les personnes capables de nous aider, de nous accompagner, de nous soutenir et de faire arrêter. Il y a une difficulté quand même dans ce cas-là, c'est que bien souvent, on n'a pas de preuves
parce que vous avez parlé du fait de documenter, en fait, de documenter en fait les actes de harcèlement, mais parfois ça peut être un geste qui est fait voilà, de manière enfin, discrète, une parole qui est dite quand on est cas de... comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas de preuves et qu'il s'agit de la parole du harceleur contre la nôtre, en fait. Et pour peu qu'il ait plus de... qu'il soit plus gradé que nous, qu'il ait plus d'influence au sein de l'entreprise, en fait, ça devient compliqué. Moi, j'ai déjà entendu parler de cas de harcèlement, d'amis qui ont vécu des cas de harcèlement et c'était des personnes qui étaient très haut placées dans la hiérarchie, mais qui ne étaient suffisamment intelligentes pour ne pas laisser de traces. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je vais donner juste des très petits conseils. Dès la première fois qu'un supérieur hiérarchique avec qui vous n'êtes pas censé du tout avoir des relations amicales vous fait un deuxième compliment. Ah, Karine, vous savez, vous êtes très en beauté aujourd'hui. Soit vous répondez tout de suite pour stopper ça, soit vous commencez à en parler au RH. Chef Intel, il vous fait aussi des compliments à vous. Au moins qu'il y ait quelqu'un à qui vous parlez. Garder pour soi, longtemps, ça peut être compliqué. 10 ans après de dire qu'en 2018, le chef Intel, il avait commencé à me... Et depuis 10 ans, vous n'en avez parlé à qui que ce soit, ça peut... Voilà. Alors, si c'est du harcèlement type brimade en public, ça c'est public. 2, 3, 4 personnes ont vu. Comment documenter? Écrire au... Par exemple, je n'ai pas apprécié les paroles des chefs Intel. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie humiliée. Le harcèlement type mesures disciplinaires excessives, au moins ça s'est tracé, hein, parce que les mesures disciplinaires, c'est très... c'est écrit, il n'y a pas de mesures disciplinaires non écrites. Les harcèlements, on vous donne beaucoup plus de travail que vos capacités. Vous avez un CV au départ qui évolue aussi parce que vous travaillez. Vous avez une fiche de poste. Vous pouvez faire X, Y, Z. Mais bon, un chimiste, il ne va pas les faire des piqûres. Donc, trouver un moyen de l'écrire au RH, d'en parler à quelqu'un et de dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Et aujourd'hui, avec la avec l'ère informatique et très développée et téléphonie mobile, ben, tous ces textos, soit vexatoires, soit vraiment à caractère sexuel, ben, vous les gardez, vous les archivez quelque part. Oui, ils ont le pouvoir. Le chef Intel, il a plus de pouvoir. Il peut aller toucher Intel pour lui dire il faut effacer ceci, il faut effacer cela. Mais gardez vos propres traces. Trouvez une personne de confiance ou un backup de mail où vous envoyez tout ce qui peut vous aider un jour. Mais la tape à l'épaule parce que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme, hein, les hommes aussi sont harcelés, ou la tape à la fesse, ça c'est vraiment flagrant, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer. Ou les propositions des promotions, vous savez, j'ai plein de pouvoir, je peux renoncer à cette promotion-là. Dites que vous n'êtes pas intéressé. Si vos compétences ne parlent pas pour vous, ben, c'est que vous n'êtes pas éligible pour ça. Et trouvez un moyen de... D'accord. Merci, merci beaucoup, Yvonne. Demain, je me retrouve, par exemple, dans une situation de harcèlement qui commence. Yvonne l'a évoqué, elle l'a effleuré en passant. Charlie, comment je réagis? Demain, je vais au travail, enfin lundi, je vais au travail et voilà, j'identifie un acte ou une parole qui est du harcèlement. Tout de suite, comment je réagis? Tout de suite, il faut dénoncer.
dénoncer, déjà, la première étape ou l'étape 0, on peut dire, c'est de parler à son harceleur pour lui expliquer que ce qu'il fait ou que ce qu'il a fait constitue un harcèlement pour vous. Sinon, dénoncer carrément. Alors, dans plusieurs entreprises, il y a des domaines mis en place pour dénoncer, soit c'est au niveau des ressources humaines ou au légal, ou c'est à travers un outil informatique quelconque. Mais il faut penser au fait surtout que lorsque vous ne dénoncez pas et que vous le gardez, le harceleur peut agir, peut avoir un agissement plus grave une prochaine fois. Tout comme il peut faire plus de victimes. Et il faut arrêter dès le départ. Dès que vous constatez un harcèlement, que vous soyez témoin, que vous soyez victime, il faut le dénoncer aux ressources humaines. Si vous ne pourrez pas parler, écrivez une lettre, écrivez un mail. Il y a plusieurs moyens de faire ressortir tout ce qui est inapproprié, tout ce qui vous a dérangé dans votre milieu de travail, tout ce qui a touché à votre personnalité, à votre intégrité. Il faut vraiment le ressortir et surtout penser au fait que on dit l'appétit vient en mangeant. Donc, si aujourd'hui il a tapoté sur l'épaule, demain ça va descendre, etc. Et pensez aux autres. Pensez aux autres. Si vous avez le courage de dénoncer, de parler, peut-être qu'une autre personne ne pourra pas et vous pourrez, entre guillemets, sauver les autres à échapper à un tel harceleur. Maître Merline, qu'est-ce qu'on a comme outil juridique, légal pour nous permettre de nous défendre de manière précise? Il faudrait réactiver votre micro. Désolée, je ne me suis pas rendu compte que j'avais... Alors, comme je disais tout au début, là, lorsqu'on a défini l'harcèlement, nous avons quelques textes qui peuvent nous aider en ce qui concerne l'harcèlement lorsqu'on est victime d'harcèlement. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce que Yvonne a dit et sur ce que Charlie a dit également. Vous savez, en matière d'harcèlement, il faut impérativement réunir les preuves. Toute forme de preuve, parce qu'il faut un début d'écrit, un début de SMS, un début de geste de manière répétée. Vous commencez à archiver. Comme a dit Yvonne, vous devez archiver tout. Et vous devez dénoncer. Charlie l'a vraiment martelé, il faut dénoncer parce que quand vous ne dénoncez pas, la plupart du cas, l'harceleur, lui, ne sait pas. Souvent, c'est ça. Pour lui, ce n'est pas du harcèlement. Pour lui, c'est juste, comme certaines personnes disent, c'est juste des compliments ou juste de... Ben, je lui ai fait une remarque par rapport à son travail, il ne le fait pas bien, ou alors son contrat de travail dit il est apte à faire tel ou tel travail. Mais en réalité, ce sont des harcèlements. Et la majorité des harceleurs ne se rendent pas compte que les actes qu'ils posent sont des harcèlements. Alors, dès que ça commence, il faut vraiment dénoncer. Il faut réunir suffisamment les preuves. Et en plus, il faut accepter qu'on est victime d'harcèlement. Quand vous faites des compliments déplacés et que vous acceptez parce que, comme Yvonne a donné l'exemple tout à l'heure, votre chef vous dit que non, vous êtes tout en beauté aujourd'hui, ben, vous êtes contente parce qu'on vous a dit que vous êtes tout en beauté, bien habillée, vous avez un joli corps, vous avez ceci, cela. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Et vous devez vous rendre compte vous-même que vous commencez déjà à devenir victime d'un harcèlement parce qu'il y a des gestes déplacés, parce qu'il y a des paroles déplacées. Donc, il faut impérativement réunir suffisamment de preuves.
Je pense que pour les éléments de preuve, Yvonne et Charlie ont suffisamment donné les éléments. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'y prendre. Vraiment, faites tout, que ce soit de mails, des photos, des textos, même des images, parce qu'il y a d'autres personnes qui ils vous harcèlent pas comme ça, mais ils mettent des images soit sur leur ordinateur ou bien sur votre ordinateur. Vous arrivez, vous trouvez une image assez obscène ou bien des paroles on écrit des choses qui ne sont pas bien. Deux fois, vous passez sur des sifflements. En tout cas, vous devez tout faire pour réunir suffisamment d'éléments. Et lorsque vous avez des éléments, vous pouvez, comme a dit Charlie, écrire à votre employeur pour dénoncer cet acte. Lorsque vous écrivez et que vous trouvez que votre employeur soit ne vous écoute pas, ne vous croit pas, vous pouvez, comme Yvonne l'a dit, démissionner pour faute lourde de l'employeur parce que c'est prévu par le Code du travail. C'est l'article 73A. Pour ce qui est de l'employé qui commet évidemment cet acte d'harcèlement moral ou sexuel, c'est l'article 73A qui donne à l'employeur la possibilité de résilier son contrat pour faute lourde, ou alors c'est vous-même la victime d'harcèlement, vous avez la possibilité, au regard de l'article 74A du Code du travail, résilier votre contrat de travail au tort de l'employeur. Donc, vous pouvez solliciter de dommages et intérêts en saisissant l'inspection du travail pour essayer une tentative de conciliation. Et si ça ne marche pas, ben, vous allez devoir saisir les juges du travail pour harcèlement moral ou sexuel. Alors, lorsque les faits, on va prendre l'harcèlement sexuel, lorsque c'est vraiment aggravé, c'est vraiment prouvé et tout, ben, vous pouvez aussi, comme Yvonne l'a dit, saisir les juges pénals au regard de l'article 174D, tel que modifié et complété à ces jours du Code pénal. Hein. C'est l'article 174D du Code pénal, tel que modifié et complété à ces jours, qui a pratiquement la même définition avec l'article 1er de l'arrêté de 2005 qui définissent l'harcèlement sexuel. Donc, sur base de ça, vous pouvez saisir le juge pénal et faire condamner votre agresseur. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une loi ou quelque chose qui nous permet en fait qui permet de tenir le harceleur éloigné de nous sur le lieu de travail? Parce que... Non, malheureusement, il y a pas, hein, il n'y a pas des actes, on n'a pas un texte où c'est écrit clairement que lorsqu'il y a un harceleur au milieu du travail, vous pouvez faire ça, 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 ça. Non. Les textes que nous avons incriminent et interdisent l'agression, disons l'harcèlement, que ce soit moral ou sexuel. Les textes que nous avons interdisent et incriminent. OK? Mais avoir de textes où, dans le milieu de travail, dans le milieu professionnel, où on dit que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, c'est plus les sociétés qui le mettent soit dans leur règlement d'ordre intérieur ou alors ils ont des codes de bonne conduite, comme vous avez l'abralima. Je crois que Charlie est mieux placé pour répondre à cette question. Vous avez l'abralima, par exemple, qui a le code de bonne conduite Heineken. Et là, il y a tout ce que vous avez en ce qui concerne l'harcèlement. On vous dit quels sont les comportements que vous devez prendre lorsque vous vous retrouvez face à un harceleur et vous-même, lorsque vous vous rendez compte que les actes que vous commencez à poser ont tendance à devenir du harcèlement, qu'est-ce que vous êtes censé faire pour ne pas subir, pour ne pas voir votre contrat être résilié. Mais souvent, c'est dans les conventions collectives et dans les règlements d'ordre intérieur de société qu'on essaie de reprendre, disons, de mettre des limites par rapport à certains comportements qui s'avèrent être du harcèlement. Merci, Maître Merline. Nous allons prendre alors les questions, s'il y en a, de l'audience par rapport à cette partie où on a abordé le fait de comment faire face au harcèlement. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas.
Alors, Julie nous dit bonjour à toutes. Alors, j'aimerais savoir à quel moment on détermine que c'est du harcèlement, entre un compliment simple et harcèlement. Je pose la question en rapport avec l'exemple donné qui était « Vous êtes en beauté aujourd'hui ». Mesdames, qui peut répondre à cette question? On l'avait déjà abordé la réponse à cette question au début, mais on peut le reprendre. Moi, je réponds tout de suite. Alors, on va vraiment être terre à terre. Si chef Intel, il fait des compliments quasi à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, aux petits comme aux grands, c'est quelqu'un d'avenant, des gentils, qui aime bien, voilà, c'est ça, c'est son truc. Il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est qu'à vous, Madame Karine, vous êtes très emboutée aujourd'hui. Il le dit lundi, il le dit mardi. Et vous dites, là, ça doit vous réveiller quelque part. Et vous posez juste votre question subtilement au RH. Ah, mais chef Intel, il est gentil, hein? Il vous fait aussi des compliments. Ben, si elle dit non, si elle dit jamais, ça doit tilt dans votre tête. Ou bien s'il vous fait un compliment du genre, vous avez une belle poitrine. Ça, c'est assez osé. Oui. Dire encore, vous êtes en beauté, vous êtes très belle. Bon, ça peut passer une fois en passant. S'il répète, ça devient un red flag. Donc, il faut vraiment savoir naviguer, être très sensible aux détails pour comprendre les harceleurs. Maître Merlin a dit que la plupart des harceleurs, ils ne savent pas qu'ils font du harcèlement, mais la plupart savent. Il y a cette catégorie de ceux qui savent qu'ils ne font pas, et d'autres savent. C'est juste des dragueurs qui ont eu la chance professionnelle de gravir les échelons et qui pensent que si ça a marché avec X, ça va continuer à marcher avec Y. Parce que ceux qui donnent la force aux harceleurs, ce sont les harcelés. Le silence harcelés qui se taisent. Donc, je pense, Julie, avoir répondu à votre question. Je pense que ça va vous aider ou ça va vous aider à aider ceux autour de vous. Merci, Yvonne. Nous sommes curieuses, vous êtes des femmes d'expérience, toutes les trois, vous avez plusieurs années d'expérience à ce niveau-là. Donc, nous sommes curieuses d'avoir des retours d'expérience, autres que ceux que vous nous avez déjà partagés. Charlie, j'aimerais que vous abordiez avec nous, en fait, un retour d'expérience sur un cas en tant que harcelé. Parce qu'on se dit que nos RH sont de tels professionnels que ça ne leur arrive jamais. Mais voilà, faites-nous un retour d'expérience sur une expérience que vous avez vécue de harcèlement. Exact. Souvent, quand on reçoit les plaintes, on pense, ou on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Alors, une fois, il y a 2 ou 3 ans, j'étais en train de travailler avec un chef de département sur l'évaluation de ses équipes. Et donc, nous étions dans son bureau et pendant que je travaillais sur la table de réunion et que lui finissait ce qu'il avait à faire, une personne est entrée dans son bureau et moi, j'étais très concentrée, je travaillais, il était à quoi, 1,5 mètre de moi. Il était debout, je regardais, je dis bonjour. C'était quelqu'un qui avait été muté là où j'étais, il y avait peut-être 5 ou 6 mois, que je connaissais à peine, avec qui je n'avais jamais abordé une discussion ou une blague. C'était vraiment une relation strictement professionnelle. Alors, comme je disais, j'étais concentrée, je travaillais et subitement, je sens une main en train de caresser ma tête. Vraiment, j'étais tétanisée, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que c'était cette personne
j'enlève sa main, je dis, je n'aime pas ça. Je continue de travailler, mais vraiment, c'est comme si je lui avais dit, vas-y, continue. Elle refait la même chose. J'enlève sa main, je répète, je n'aime pas ça. Il y avait, je crois, 3 autres personnes dans le bureau qui ont vu toute la scène. Moi, je suis les ressources humaines. C'est quand même une direction que les agents n'abordent pas d'une manière quelconque, on va dire, je le dis entre guillemets. Et j'avais une connotation par rapport au métier que fait mon mari. Donc, j'étais très indignée, j'étais très humiliée et j'ai quand même fini ce que j'avais à faire. Et quand je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis mise dans une situation où je me disais, est-ce que c'est moi qui ai occasionné ça? Ça ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essayais vraiment de comprendre jusqu'au moment où je me dis, non, 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 je n'ai rien fait, c'est lui qui m'a harcelée. Et donc, je vais dénoncer ça. Heureusement pour moi, il y avait des témoins et donc j'ai fait une lettre, un email qu'on appelle Speak Up ou Speak Out, en mettant toutes les personnes présentes en copie et tous mes supérieurs. Et dans cet email, j'ai énuméré les faits, comment ça s'est passé, comment ça a commencé. J'ai tout dit et j'ai dit à la fin combien j'étais dérangée par ça, combien j'étais indignée. Et plus tard, bien entendu, une procédure disciplinaire a été ouverte, le monsieur ou la dame a reçu sa sanction. Mais j'aimerais dire que cette expérience m'a aidé à avoir plus d'empathie, mais je vais dire à mieux comprendre un peu plus ceux qui ont vécu cette situation. Vous savez, quand on reçoit une plainte, on est dans les textes, rarement on est dans le côté humain. Et donc, ça a beaucoup développé mon empathie par rapport au harcèlement ou aux violences en milieu de travail. Et voilà, aujourd'hui, je peux en parler. Et c'est de l'histoire passée aujourd'hui, mais ça reste, voilà, ça fait partie de ma vie. Merci pour ce témoignage, Charlie. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous avez dit, c'est le fait que la première réaction, ça a été une très bonne réaction d'ailleurs de lui enlever la main, etc. Mais tout de suite après, en fait, vous vous êtes culpabilisé, vous êtes interrogé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que ça venait pas de moi? Et je pense que c'est vrai que ça doit être certainement la réaction qu'on a toutes, hein, ou que toute personne harcelée peut avoir, c'est de se dire que c'est forcément de ma faute, en fait. Faut que j'essaie voilà, de revisualiser les choses. Est-ce que j'ai pas dit? Est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que je lui ai pas ouvert? Et en fait, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pour moi, c'est que rien, en fait, dans ce qu'on peut faire ou dire, ne peut laisser légitimer plutôt un acte comme celui-là, en fait. Non, rien. Il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit, c'est que rien ne légitime qu'une personne nous harcèle, que ce soit parce qu'on a été plutôt avenante, gentille, etc., ou parce que on a peut-être eu une parole qui était un peu équivoque, mais rien ne justifie le harcèlement. Merci beaucoup, en tout cas, Charlie, pour ce témoignage. En fait, vous avez tout condensé dans cette expérience et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire le fait
ne pas se taire, de dénoncer, de documenter, d'avoir les témoins, etc. Et c'est tant mieux que ce soit passé. Mais maintenant, Yvonne, c'est vrai que vous avez abordé des exemples d'attitudes à avoir face à un harceleur. Mais j'aimerais que vous nous donniez un retour d'expérience précis, quelque chose de pratique, en fait. Face à un harceleur, en fait, quelle peut être la réaction qu'une personne peut avoir? D'accord. Je vais citer 2 cas sans mentionner les sociétés. Bien sûr. Je me retrouve dans un pays quelque part et le soir, un email arrive, mais d'un directeur du chef de mon chef, un directeur régional ou continental. Donc, vous recevez un email du directeur Afrique de l'institution telle et qui m'émissionne, qui dit que c'est top secret, il m'émissionne pour aller dans un pays parce que une femme s'est retrouvée harcelée et tout, et qu'il fallait faire une enquête. Et donc, billet d'avion, tout se suit. Il insiste sur la confidentialité, ce qui est normal dans les cas de figure. Donc, tôt le matin, je prends mon avion, j'arrive dans le pays en question et je travaille en ligne avec quelqu'un d'autre qui est dans un autre pays, qui avait beaucoup plus que moi l'expérience de gestion de ces genres de cas. Et ça a duré 1 semaine. Alors, dans ces cas de figure, c'est un chef hiérarchique qui a eu à harceler plusieurs femmes et à réussir à sortir avec, à coup des promesses. Et c'était un bel homme. C'était un bel homme, hein, mais à coup de promesses. Dans ce cas, il y avait l'aspect chef hiérarchique, il y avait l'aspect homme face à des femmes, soit sorties d'école, soit des stagiaires et tout, jusqu'à ce que il a eu à aborder une femme mariée. Et il lui a proposé Monts et Merveilles en échange des faveurs sexuelles. Et la dame a dit poliment non, quoi. Il a arrêté le monsieur, mais il n'a pas arrêté. Jusqu'à ce qu'un jour, il insulte le mari de la femme. Alors, il a écrit au siège, qui a écrit au bureau d'Afrique, et c'est comme ça qu'il s'est arrivé chez moi. Pourquoi moi? Parce que j'étais la seule de la région à être bilingue et à être femme. Et donc, c'était un cas très sensible. Mais la fin de l'histoire, c'est que cet homme, aussi puissant qu'il était, ben, il est parti de son poste parce que quelqu'un a osé le dénoncer. Il a eu affaire à ses victimes avant, mais je suis certaine qu'après cette histoire, il n'en ferait plus. C'était pourtant un homme marié, très instruit, avec beaucoup de diplômes, occupant une position très, très stratégique dans ces pays précis, mais il est parti parce que il a trouvé au devant de lui un mur et la femme, heureusement, elle s'est retrouvée dans un environnement sain qui protège hommes ou femmes contre toute forme de harcèlement. Ça, c'est un premier cas. L'autre cas, c'est un autre pays, autre contexte. Et arrive un DG très, très, très caractériel et qui se met petit à petit, vous vous retrouvez en comité de direction à faire des brimades, mais sur un autre homme. Hein. C'était homme-homme. Là, c'était même pas homme-femme. Des brimades sur la personne au point de... Et l'homme, au fur et à mesure, s'est senti petit, il s'est senti diminué. Il a fini par quitter son poste. Mais ce n'était pas facile du tout. Pas facile du tout. C'est vrai qu'en tant que RH, à l'époque, je travaillais comme RH et je suis juriste. Et cette structure, elle a 1001 outils pour pouvoir protéger contre les cas de harcèlement. Des fois, ça prenait plusieurs formes. Des fois, c'est très subtil et c'est la personne qui ressent qui vient s'en plaindre.
Et quand on va confronter le DG, quand je vais confronter les DG, ben il rigole, il dit non, il s'est fait des films. Non, c'est pas ça. Après, on va rencontrer le collègue tous les deux. Parce que je veux quand même que la communication passe, que mon collègue se sente à l'aise. Quand on va le rencontrer, bon, ça va être café, rigolade, comme si ça passe. Mais le lendemain, bang, il va trouver autre chose. Le collègue a commencé à être malade. Je lui ai dit qu'on cascade, qu'on aille plus haut, plus loin. Il n'a pas voulu. Il a préféré partir. Mais je vous promets qu'il a été malade pendant longtemps. Il en a perdu du poids. Et voilà. Donc, j'ai voulu relever ces deux cas. Un cas homme et femme et un cas homme-homme. Voilà. Merci Yvonne pour ces deux témoignages. Ce que je retiens particulièrement, en fait, c'est que dans le deuxième cas, il s'agit d'un cas d'homme à homme. Donc, on revient sur ce qui avait été dit plus tôt, je crois par vous d'ailleurs, que ce n'est jamais une histoire de uniquement, le harcèlement n'est pas uniquement une histoire de femme à homme ou de homme à femme, mais que ça peut se faire entre personnes du même sexe. Mais ce que je retiens, la deuxième chose que je retiens, c'est le fait que ce monsieur, même s'il a démissionné, il a été malade pendant longtemps à cause de ça. Et on doit vraiment prendre conscience, en fait, du fait que le silence ou l'abandon, le fait de ne pas confronter la situation peut avoir des conséquences. Même une fois qu'on est parti de ce poste, on s'est dit, bon, voilà, j'en ai marre, je laisse tomber, je laisse tout ça derrière moi, mais les conséquences sur notre santé morale, notre santé physique peuvent perdurer au-delà, en fait, du temps qu'on passe au poste. Donc, il vaut mieux réagir et chercher de l'aide et régler la situation pour qu'on puisse voilà, mettre un terme à la situation, même dans nos têtes, hein, dans nos esprits. C'est important. Maître Merline, vous avez eu à accompagner des victimes de harcèlement dans des procédures très longues, certainement très difficiles. Est-ce que vous avez un exemple qui a l'esprit d'une victime que vous avez accompagnée? Par quoi elle est passée? Qu'est-ce que vous avez dû faire pour pouvoir la soutenir? On aimerait bien connaître ça. Alors, moi, pour mon expérience, je n'ai pas été du côté employé, mais j'ai été du côté employeur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y avait l'employé qui disait, qui a démissionné, et parmi les motifs de démission, il avait parlé d'harcèlement moral, mais ici, c'est vraiment l'harcèlement managérial. Je pense que Yvonne a expliqué tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par harcèlement managérial. Lui, il s'est plaint qu'il y avait tout le temps son chef hiérarchique, qui était une femme, n'était jamais satisfaite de son travail. N'arrêtait pas de lui faire des remontrances, n'arrêtait pas de lui donner de travail tout le temps. Et à la fin, elle l'a coté très mal. Et tout le temps, des lettres de demande d'explication, des justifications. Donc, il était à un point où il s'est dit que finalement, hormis d'autres aspects, il y a cette histoire d'harcèlement moral, managérial, je suis fatiguée, je démissionne. Il démissionne, il saisit l'inspection du travail et nous sommes même allés au niveau de cours et tribunaux. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu démontrer à suffisance qu'il y a eu répétition des agissements de cet harcèlement, parce que comme on l'a dit, comme la loi le définit si bien, il faut qu'il y ait une certaine répétition des agissements, une certaine persistance.
et il faut documenter. Il faut prouver par tout moyen qu'il y a eu harcèlement. Malheureusement pour lui, il n'avait aucune preuve de tout ce qu'il avançait, que ce soit de brimades, que ce soit des prétendues lettres de demande d'explication, que ce soit de messages comme quoi qu'il ne faisait pas bien son travail et qu'il devait être remplacé. Il n'a pu prouver rien de tout ce qu'il disait et il n'a pas pu gagner le procès. Alors que s'il avait eu le temps de réunir suffisamment les éléments, parce qu'il avait même dit que suite à ce comportement-là de son chef hiérarchique, qu'il commençait à avoir de problèmes de santé, qu'il a eu de problèmes d'hypotension, qu'il était à l'hôpital. Mais aucun médecin n'a pu attester que réellement, il a connu de problèmes de santé et c'était dû à l'harcèlement qu'il subissait au niveau de son travail. Ça n'a pas été prouvé. Donc, voilà la petite expérience que moi, j'ai connue personnellement. Et depuis, quand je rencontre des gens qui me parlent que non, il y a mon chef qui fait ça, mais bon, je lui ai dit que je ne voulais pas, comme Charlie a expliqué tout à l'heure. Et pour revenir un peu, avant de clôturer, j'aimerais poser une question à Charlie. Est-ce que cet harcèlement que tu as subi, c'était un subalterne ou un supérieur à toi ou un chef hiérarchique? C'était un plus gradé que moi, mais qui était d'une autre direction. Et j'ai dénoncé surtout parce que nous avions beaucoup entendu, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans cette direction, nous avons entendu beaucoup d'histoires, mais toutes ces femmes avaient peur de dénoncer. Et donc, j'ai aussi pensé à elles. Je me suis dit que je vais arrêter quelque chose, que j'allais arrêter quelque chose. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui utilisait sa position de supérieur pour faire tout ce qu'il faisait avec les dames qui travaillaient dans ce domaine-là et a voulu aussi essayer avec moi. Mais il était plus gradé. D'accord. Parce que souvent, en ce qui concerne le harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, ça peut être vertical. Donc, c'est de plus gradé au moins gradé. Là on est vraiment en position de faiblesse. C'est les dominants qui dominent. Ça peut être horizontal. Vous pouvez avoir votre propre collègue de service qui vous harcèle. Et ça peut être mixte. Et mixte, vous avez en même temps votre supérieur et votre collègue qui vous fait des harcèlements. Et pour le cas de ce monsieur, c'était son chef qui était une femme. Et lui, il estimait que tout ce qu'on lui demandait de faire comme travail, c'était du harcèlement. Donc, ça pouvait aussi être du harcèlement, mais il n'a pas pu démontrer cette répétition, cette persistance. Et il n'a pas non plus pu démontrer que la maladie dont il souffrait, comme Yvonne a donné tout à l'heure un exemple d'un monsieur qui est parti, mais qui est tombé malade, qui était, je présume qu'il était déjà malade avec cette situation d'harcèlement, et ça n'a fait que s'aggraver. Lui, dans son cas, il n'a pas pu non plus prouver que la maladie dont il souffrait était due à cette situation qu'il vivait au niveau de son travail. Donc, il faut impérativement réunir les preuves. Je pense que ce soit Yvonne, que ce soit Charlie, que ce soit moi, on a vraiment insisté là-dessus. Il faut réunir suffisamment de preuves, mettre toutes les preuves de votre côté. Et si vous sentez que cet harcèlement commence à vous rendre malade, allez voir un médecin, expliquez à un médecin et le médecin saura quoi faire, même faire des attestations pour prouver que vous avez réellement été affecté par cet harcèlement. Parce que s'il n'y a pas de preuves, même devant la justice, ça sera très difficile. Et les gens doivent apprendre à parler, à dénoncer. Hommes comme femmes, employés comme employeurs, ils doivent apprendre à dénoncer les harcèlements pour que les choses changent. Malheureusement, nous n'avons que ces 3 textes-là que j'ai cités. Ailleurs, si vous prenez, par exemple, l'Afrique du Sud, la République centrafricaine,
bon, le Nigeria, ça sera peut-être pour le mois d'août ou septembre 2023. Eux, au moins, ils ont ratifié à la Convention 190 qui parle de violation et harcèlement en milieu professionnel. Mais la RDC, apparemment, n'a pas du tout l'intention de ratifier. Il y a aussi cette recommandation 209 qui parle de violence. Il y a aussi cette convention 111 qui parle de violence et d'harcèlement en milieu professionnel. Mais nous n'avons pas ratifié à tout ça. Or, si on ratifie, ces textes-là auront une certaine... ça va pousser les choses à changer chez nous parce que ça protège et ça met des barrières entre les harceleurs et les harcelés. Voilà. Merci, Maître Merline. Merci beaucoup pour ce témoignage. Lorsque vous avez parlé de documenter pour prouver, en fait, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce qu'il est possible de filmer ou d'enregistrer une personne, un audio, à son insu et que cela serve de preuve? C'est accepté par les tribunaux? Si je filme ou si j'enregistre quelqu'un sans que la personne le sache? Oui, parce qu'on dit que vous devez apporter tout moyen de preuve que vous avez. Aujourd'hui, avec cette loi qu'on a publiée sur le numérique, oui, c'est acceptable. Vous pouvez filmer votre harceleur, vous pouvez l'enregistrer et c'est valable devant les cours des tribunaux. Mais alors, il faudrait que ça ne soit pas dans le dessein de nuire. Peut-être que ce qui s'est passé n'était pas du tout du harcèlement, mais vu que vous avez un antécédent contre la personne et vous voulez nuire à cette personne, vous l'utilisez contre lui comme du harcèlement et vous saisissez les causes des tribunaux, mais sachez que si on n'arrive pas à prouver que c'était du harcèlement, c'est vous qui aurez des problèmes pour diffamation et dénonciation calomnieuse. D'accord. D'accord. Yvonne, vous souhaitez intervenir sur cette question ou sur l'intervention des autres? Oui, c'est par rapport à ce que Merline venait de dire sur le cas de la personne dont les médecins n'ont pas pu attester la déchéance sanitaire suite au harcèlement. Je voulais marquer un point en disant que c'est pas mal de consulter un psy si on ne se sent pas bien. Chez nous, c'est tabou. On considère que c'est pour des fous et autres. Mais ailleurs, c'est un psy qui doit établir la relation de cause à effet. Ce n'est pas le médecin généraliste qui traite du palu, traite d'autres affections de santé. Il faut dire, je ne vais pas bien. On peut ne pas aller bien et ne pas présenter de la fièvre. Hein. Le mal, il est interne. Il est là et il est là. Et la personne qui va mieux l'évaluer, c'est le médecin vraiment spécialisé. Donc, n'hésitez pas à dire que vous ne faites plus vos nuits parce qu'il y a quelqu'un, ça ne va pas à l'environnement professionnel, ça ne va pas du tout. N'hésitez pas à dire que vous stressez chaque fois que vous devez aller au travail le matin. Le travail, c'est quelque chose qu'on doit subir. N'hésitez pas à dire que chaque fois que vous apercevez chef un tel ou chef une telle, vous avez des palpitations. Parce que la personne vous fait peur. Il n'y a pas de honte à dénoncer ça. Et ça, une fois que le médecin l'a établi, non mais. Ailleurs, vous allez rester chez vous. Si c'est prouvé, vous allez rester chez vous, mais l'employeur sera condamné à continuer à vous verser du salaire. Parce qu'il aura participé à des chances de votre santé et participé aussi au fait que vous serez devenu incapable d'aller travailler. Donc, c'est une question très, très grave à prendre très, très au sérieux. Le burn-out, ailleurs, c'est considéré vraiment comme une maladie. Merci, j'aimerais on a dépassé le temps, mais j'aimerais qu'on puisse aller jusqu'au bout du programme qu'on avait prévu. Il y a des, excusez-moi, il y a des entreprises qui ont mis en place des programmes ou des outils qui permettent voilà, de sensibiliser, de dénoncer
tout cela dans le but d'accompagner justement les personnes qui sont harcelées. Et j'aimerais que Charlie et Maître Merlin, vous nous parliez du cas de la Bralima. Je sais que Charlie a donné quelques exemples de speak-up, mais voilà, que vous puissiez nous en dire plus sur ce qui a été mis en place dans le cadre du groupe Heineken pour justement accompagner les victimes de harcèlement et faciliter la dénonciation. Je pense que cette question, la personne qui est mieux placée pour répondre, c'est Madame Charlie. Hein, c'était la RH et elle maîtrise bien leur code de bonne conduite Heineken là, qui est en anglais. Bon, moi, l'anglais, c'est approximatif. Yvonne, oui, Yvonne, il n'y a pas de souci, mais moi, l'anglais, c'est compliqué. D'accord. OK, Charlie, nous vous écoutons. Voilà, dans le monde Heineken, il y a dans notre code de bonne conduite une politique qui s'appelle No Harassment, No Violence, pas de harcèlement, pas de violence. Alors, cette politique consiste à s'assurer que le harcèlement ou comme la violence ne se produisent pas ou qu'elles soient traitées de manière adéquate. Alors, premièrement, il y a la sensibilisation ou la prévention, c'est-à-dire que Heineken, dans sa politique, indique clairement ce qui est considéré comme harcèlement. Donc, j'ai parlé des formes de harcèlement. Heineken indique également clairement ce qui est considéré comme violence et elle indique également les conséquences en cas de non-respect de cette politique. Pour ce faire, tout part des dirigeants. Il y a chez Heineken ce qu'on appelle des OPCO. Les OPCO sont les succursales, toutes les succursales dans les pays, en RDC, à Brazzaville, un peu partout dans le monde. Chaque dirigeant d'OPCO doivent être des rôles modèles. Ils doivent montrer l'exemple, ils doivent traiter tout le monde avec respect, ils doivent tenir, nous les tenons informés de la gestion efficace de tous les comportements inappropriés. Voilà, il y a beaucoup de communication sur cette politique, il y a régulièrement des formations en ligne comme en salle par rapport au harcèlement, par rapport à la violence également, et aussi par rapport aux représailles. Alors, cette politique souligne également qu'il n'y a pas de représailles pour toute personne qui dépose une plainte de harcèlement. Il peut arriver que vous déposez une plainte, parce que chez nous, en fait, nous demandons à ceux qui ont ne fût-ce qu'un soupçon de remonter également, parce que ça peut sauver. Que vous ayez un soupçon ou que ce soit réellement un cas de harcèlement, il est demandé à chaque personne témoin, à chaque personne harcelée de dénoncer, de remonter cette information. Et quel que soit le résultat des investigations menées, il n'y a aucun représailles par rapport à cette personne-là. Alors, par rapport à la dénonciation, nous avons, Heineken a mis en place ce qu'on appelle le Speak Up, qui est communiqué un peu partout, dans les bureaux, dans les couloirs, dans les toilettes. C'est un lien qui vous permet de dénoncer de manière anonyme ou de manière nominative, comme vous voulez. Si vous voulez rester anonyme, vous le faites. Sinon, vous donnez votre nom. Donc, vous dénoncez tout harcèlement que vous ayez subi ou dont vous avez été témoin. Il y a également une ligne verte qui est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que vous pouvez appeler dans votre OPCO comme directement chez Heineken. Il y a également les personnes de confiance. Les personnes de confiance sont les ressources humaines. Ça peut être votre plan manager, comme l'a dit tantôt Madame Yvonne. Ça peut également être le légal de la compagnie. Et actuellement, nous avons rajouté les agents de l'audit
Et également, comme nous avons beaucoup d'agents au niveau de la production qui, des fois, ont du mal à venir du côté administratif. Ici, dans les bureaux administratifs, nous avons également placé ou détecté des personnes de confiance. Donc, nous sommes partis de leur réputation, d'une observation, de leur niveau d'intégrité et tout ça, pour que ces personnes soient nommées comme personnes de confiance. Alors, il faut savoir également que quand une personne fait un speak-up, le speak-up n'est pas directement géré dans le locaux ou reçu dans le locaux. Le speak-up est reçu au niveau de Amsterdam, chez Heineken, et c'est Heineken qui désigne le responsable de la gestion de ce speak-up. Très souvent, c'est les ressources humaines ou le légal, ou encore, il peut faire intervenir un auditeur externe qui vient faire ses investigations, qui observe, qui fait des interviews. Nous avons l'obligation de le laisser travailler comme il veut. Et si c'est les ressources humaines peuvent procèdent aussi aux investigations grâce à l'audit ou aux OPJ que nous avons au niveau du légal et peuvent ouvrir une action disciplinaire si c'est nécessaire, aboutir à une sanction, sanctionner le harcelé, et voilà. Et enfin, toujours dans la même politique, il y a une étape d'accompagnement des victimes. Dans l'étape d'accompagnement des victimes, Heineken fournit une assistance médicale si c'est nécessaire. Heineken également demande aux personnes de confiance de trouver le temps, de trouver les moyens de parler avec la victime quand celle-ci est prête. Heineken également fait appel aux avocats donc fait appel à l'aide juridique pour les cas plus graves. Et Heineken va même jusqu'à donner des congés de reconstitution pour ceux qui ont besoin de se remettre des événements qu'ils ont connus, des événements qui les ont tourmentés. Voilà. Madame Yvonne parlait du burn-out, par exemple. Heineken donne des congés de reconstitution, fait appel à un médecin spécialisé dans ces cas-là pour accompagner toute victime de harcèlement. Voilà. Ok. Donc, nous comprenons en fait que, effectivement, Heineken fait figure d'élève modèle en matière d'accompagnement, puisque sa politique donc, de pas de harcèlement et pas de violence s'appuie notamment sur beaucoup de sensibilisation, la mise en place des rôles modèles. Je vois la facilitation aussi de la remontée de l'information via la ligne verte, le lien Speak Up, la mise en place des personnes de confiance également. Et puis, bien sûr, la protection des dénonciateurs, de ceux qui dénoncent. Oui. Et enfin, l'assistance, l'accompagnement, l'assistance médicale, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement à 360. Et ça peut nous donner des idées à nous aussi qui avons des sociétés ou sommes dans des sociétés pour les choses à mettre en place. Mais maintenant, par exemple, moi qui suis entrepreneur, comme peut l'être l'un de nos auditeurs aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place de simple pour pouvoir voilà, mettre un environnement qui aide les personnes, qui les pousse à dénoncer, etc. Voilà. J'ai une TPE, admettons, j'ai 9 salariés, une petite entreprise, etc. Comment je fais qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme système ou comme environnement qui puisse favoriser ça? Oui, c'est vrai. Quel que soit le nombre de salariés, l'environnement de travail doit être sûr pour tous. Donc, je pense que en RDC, par exemple, le domaine de la télécommunication a beaucoup évolué. Mettre une ligne verte, c'est plus facile aujourd'hui pour les entreprises
s'assurer qu'elle soit ouverte 24 heures sur 24. De toute façon, elle sera anonyme. La personne qui remonte l'information peut se présenter comme elle peut choisir de ne pas le faire. Mais vraiment, à part ça, d'abord, mettre en place une politique parce qu'il faut que tout soit écrit. Il faut définir déjà ce que vous entendez par harcèlement dans votre entreprise, ce que vous entendez par violence aussi, par agression, et dire dans cette politique les conséquences que vous encourez lorsque vous ne respectez pas cette politique. Et enfin, mettre en place cette ligne verte qui permettrait à chaque fois de recueillir les informations, une adresse email aussi qui permettrait, pourquoi pas, aux agents d'écrire, d'envoyer toutes les preuves qu'ils ont. Voilà. Il faut vraiment que ce soit clairement écrit et clairement défini. OK, donc la politique et la ligne verte. Yeah. Nous avons, Madame Yvonne, l'exemple d'Odari. Vous êtes une juriste, une professionnelle des RH et vous avez votre agence de services RH. Qu'est-ce qui est mis en place en fait? Quel environnement, vous, dans votre entreprise, vous avez mis en place pour justement voilà, accompagner, encadrer ce type de situation? D'accord. Je viens des très bonnes écoles, les ONG internationales et les corporates. Donc, comme Charlie, j'ai eu à voir des environnements très sains où il fait bon vivre. Et j'ai voulu exporter ces modèles aussi chez Odari quand j'ai ouvert la boîte. Donc, dans nos procédures, dans nos contrats avec les tiers et avec les employés, c'est clairement dit. Et c'est un environnement où il y a zéro tolérance contre toute pratique. C'est une entreprise RH dirigée par une ancienne RH et une juriste. Et donc, je tiens à ce que côté RH, vraiment, l'humain soit au centre. Et je le dis, je le répète, je sensibilise, je resensibilise. Je tiens à ce que travailler chez Odari que les bureaux de Odari soient des friendly places où c'est vrai, il y a la rigueur parce qu'il faut travailler. La rigueur, ça fait partie de nos valeurs. Que les personnes se sentent à l'aise de travailler l'un côté de l'autre. J'encourage la communication, beaucoup, beaucoup. Et comme l'a dit Charlie, on a une procédure dès le départ de zéro tolérance à toute pratique immorale et illégale. Et c'est surligné. Et c'est important pour nous, pour notre image de marque. Et c'est important pour les personnes qui viennent chercher de l'emploi chez nous, que ce soit des personnes qui travaillent directement avec nous au bureau, aujourd'hui une quinzaine, ou d'autres qui travaillent dans d'autres entreprises où ils sont placés à travers la République, que les femmes et les hommes se sentent en confiance. Chez nous, c'est clairement dit qu'on n'échange pas des places de recrutement contre une faveur, que ce soit financier ou que ce soit sexuel ou que ce soit amical. On n'a pas aimé ou à faire partie d'une tribu X pour pouvoir recruter quelqu'un. Donc, c'est recruter sans discriminer. Ça, c'est dit. Voilà ce qu'on a mis en place et heureusement, on a été dans des bonnes écoles comme Charlie. Donc, c'est des choses qui nous suivent. Les environnements professionnels nous éduquent et nous devons perpétuer les bonnes choses qu'on voit faire autour de nous. Merci, Yvonne. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Mesdames, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire, partager avec les auditeurs, les auditrices, quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant le webinaire, mais qui vous semble important, ou peut-être revenir sur un point que vous trouvez crucial dans la manière de réagir face à une situation de harcèlement. La question s'adresse à vous trois.
Moi, j'aimerais peut-être revenir sur ce qu'on a dit, ce que j'ai dit au départ, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes connectées. C'est que le harcèlement ne se passe pas seulement entre employés ou collègues, mais il y a aussi les intervenants extérieurs, comme les vendeurs, les clients ou les fournisseurs, quelle que soit la position ou le rôle du harceleur dans la société. N'ayez pas peur, remontez cette information, constituez toutes les preuves que vous pouvez, comme l'a dit Madame Yvonne et Maître Merline, et remonter l'information. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Maître Merline, un mot de la fin? Alors, j'aimerais clôturer, mais je suis en train de voir, il y a une personne qui a levé la main. Il y a Levez la main, Christiane. oui. Exact. Il s'agit de la fondatrice de Women in Logistics Africa et je voulais en fait lui permettre de parler à la fin. Donc, vous pouvez conclure vos propos, comme ça après, je lui donnerai la parole. Ce que je peux dire comme mot de la fin, je pense que tout a été dit. Il faut impérativement dénoncer les actes d'harcèlement. Les problèmes chez nous, on ne dénonce pas. Bon, peut-être, souvent, on a peur de perdre son emploi. Que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je n'ai pas été harcelée parce que mon attitude, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, est-ce que c'est pas ça qui a provoqué le harcèlement? On doit arrêter d'avoir ce genre d'attitude, de se culpabiliser lorsqu'on est face à du harcèlement. Il faut dénoncer, il faut documenter par tous les moyens possibles. Parce qu'on dit, vous pouvez saisir la justice avec toute voie de droit possible. Il faut constituer des preuves, suffisamment de preuves pour mettre fin à ce genre de pratiques qui ne fait que, je ne sais pas si il y a, comme on dit ici, il y a des statistiques qu'on fait dans des entreprises au regard en ce qui concerne le harcèlement sexuel ou moral. Chez Bralima, je ne sais pas. Chez Odari, je doute parce que déjà que chez Yvonne, elle est passée, comme elle a dit elle-même, dans de très bonnes écoles. Donc, je crois que c'est très rare, le harcèlement là-bas. Mais on doit tout faire pour que ça s'arrête. Et je pense que les chefs d'entreprise doivent marteler là-dessus. Si dans leur texte, il n'y a pas de... c'est pas expliqué de manière assez claire ce qu'on entend par harcèlement moral ou sexuel en milieu professionnel, ils peuvent prendre les dispositions légales et les transposer dans leur texte interne pour que tout le monde sache qu'on doit arrêter avec le harcèlement et il faut dénoncer. C'est tout ce que je peux ajouter. Oui, moi, comme mot de la fin, vous m'entendez? Merci Yvonne. Oui. Comme mot de la fin, j'aimerais rappeler que Yvonne, oui. c'est... Oui, c'est bon, ça y est. Au mot de la fin, j'aimerais rappeler que le harcèlement, ça peut aller jusqu'à vous ôter la vie. Donc, ne prenez pas comme quelque chose d'anodin, quelque chose qu'on peut taire. Prenez vraiment, au départ, j'ai dit un peu en riant que c'est comme des démons, quoi. Il faut vraiment avoir zéro tolérance à tout ce qui est harcèlement et dénoncer. Je connais un cas de triste mémoire et c'est un cas qui a été rendu public chez Orange à l'époque à Paris. Quelqu'un s'est donné la mort. Il s'est donné la mort parce que harcelé. Donc, comprenez à quel point c'est dévastateur
et dénoncez. Ne laissez pas passer. Ne laissons pas passer. Il y a d'autres types d'harcèlement qu'on n'a pas abordé parce que ce n'était pas l'objet de ces webinaires. Ce sera peut-être abordé une autre fois. Il y a du harcèlement conjugal, il y a du harcèlement dans les églises. Il y a du harcèlement, il y en a autour de nous. Si vous en êtes témoin, ne laissez pas passer. Si vous êtes victime, ne laissez pas passer. C'est comme ça qu'on va en venir à vous. Merci beaucoup. Karine, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. D'accord, je vais recommencer. Merci Yvonne. Donc, je disais que Christiane Owin Traoré est la fondatrice et la présidente de WILA, qui a organisé ce webinaire. Et WILA, qui est une organisation panafricaine féminine dans le domaine de la supply chain, qui œuvre dans le domaine de la supply chain et qui milite notamment pour plus de diversité dans les métiers de la logistique. Christiane a levé la main tout à l'heure. Je vais la laisser dire un mot. Ça peut être une question, une observation, je ne sais pas. Et puis, je conclurai parce que nous avons déjà dépassé l'horaire, même si le sujet est très passionnant. Voilà. Christiane, à vous. Merci beaucoup, Karine. Merci, sujet passionnant, effectivement. Merci à toutes les intervenantes et puis à toutes les dames qui sont restées en ligne. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à suivre. Je voulais juste rajouter à la suite de ce qui a été dit 2 ou 3 points. Le premier, c'est la prise de conscience que le harcèlement a plusieurs formes, surtout sur le plan du travail, quand on est dans une position inférieure. Même quand on fait face à un cas d'harcèlement, ce n'est pas évident qu'on le comprenne tout de suite. Voilà. Et pour le comprendre, il faut suivre, par exemple, ou s'informer régulièrement sur ce qu'est le harcèlement, comment il peut se manifester, pour en être consciente le jour où on en fait face. Voilà. Et quelles sont les mesures à prendre ou les attitudes à développer. Le deuxième point, je pense qu'il y a une intervenante qui l'a soulevé, on a aussi des hommes qui font face à des harcèlements. Et pour ma part, je pense que dans le cas des hommes, c'est beaucoup plus critique de se taire. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des hommes sur lesquels reposent les revenus ménagers. Donc, quand on a peur de se voir expulsé de l'entreprise et ne plus avoir de revenus, on aura beaucoup plus tendance à se taire. Et le troisième point, et une des intervenantes l'a aussi dit, c'est qu'il ne faut pas se taire, il faut dénoncer. Mais il faut le dénoncer en pleine conscience. Il faut être vraiment consciente qu'on a un collègue ou que nous-mêmes nous faisons face à un cas d'harcèlement, qu'il soit moral, que ce soit de la violence verbale, que ce soit par exemple des conflits d'intérêts ou des décisions arbitraires récurrentes à son endroit. Il faut le faire de façon consciente et voir en entreprise qui de droit. Parce que souvent, ça peut être vis-à-vis de son manager, mais on n'ira pas rapporter la situation à son manager. Donc, si on a une écoute au niveau des RH, il faut les mettre à profit. Et ce que la plupart des gens oublient, c'est le code de conduite. On ne lit pas suffisamment les codes de conduite. Il y a certaines entreprises qui les écrivent peut-être pour faire joli, mais il faut le prendre au contre-pied. Quand il y a une situation évoquée qui se présente à nous, voilà, il faut beaucoup lire, c'est vrai, les statuts et règlements intérieurs des entreprises, mais surtout, je veux inviter l'audience à lire le code de conduite. Parce qu'il n'y a que sur ce document qui est comme une constitution que vous pourriez aller évoquer des faits. Voilà. Il ne suffit pas de signer sa lettre d'embauche ou bien son contrat et oublier le document qui va vous protéger, qui est le code de conduite tout de même. Parce que les cas de harcèlement pour la plupart ou de discrimination pour la plupart sont évoqués dans ces documents fondamentaux. Voilà la petite contribution et tous mes remerciements à cette organisation, belle organisation,
et puis échange très, très enrichissant pour notre information. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Merci aux panélistes, merci au Logibos Suila et à toutes les personnes qui se sont jointes à nous pendant ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons débattu sur le harcèlement en milieu professionnel, comment y faire face. Et pour résumer, en fait, on a dit tellement de choses intéressantes pendant cette heure et demie, un peu plus d'une heure et demie, mais je dirais qu'il y a 3 choses. Premièrement, parler, c'est le premier principe. On parle, on dénonce, on ne garde pas les choses pour soi. Deuxièmement, on établit des limites claires. Dès le premier signe, dès qu'on identifie un acte ou une parole de harcèlement. Et enfin, le troisième principe, on documente, on réunit les preuves, les éléments qui peuvent démontrer le harcèlement. Donc, j'espère que ça aura été utile à toutes les femmes et les hommes qui se sont connectés aujourd'hui. Vous pouvez, chacune des panélistes, elles sont sur LinkedIn. On veillera à vous envoyer non seulement un document qui reprend les échanges que nous avons eus aujourd'hui, mais également les comptes LinkedIn de chacune d'entre elles pour que vous puissiez, et enfin, bien sûr, on vous mettra les moyens de contact de Huila. Très bon week-end à toutes et bonne réflexion pour celles qui restent encore à réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire suivre et nous les ferons suivre au panel. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et merci. J'ai vu un message de Jolie Chamba, donc Karine Inbo. D'accord. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.